Iconic a pour mission d'aider les créatifs à atteindre leurs objectifs et pour ça on a créé une newsletter. Tu veux des conseils, masterclass gratuites et des LSD business exclusifs? Inscris-toi à notre newsletter dans la description et sur le premier commentaire. Après près de 5 ans d'incarcération, le procès du rappeur YNW Melly a commencé le 5 juin dernier et s'est terminé le 20 juillet. C'est l'une des affaires judiciaires qui a fait le plus parler ces derniers temps, surtout par l'accusé YNW Melly, qui est un rappeur qui s'est fait connaître en 2018 grâce à ses hits Murder on My Mind et Mixed Personalities avec Kanye West. Et donc le rappeur risquait la peine de mort s'il était reconnu coupable, ce qui aurait été une première pour un rappeur de cette stature. Alors dans cette vidéo, je vais te faire un récap du procès. Alors, je vais pas te faire semaine après semaine, mais plutôt les grands sujets qui ont fait parler, les choses que tu dois savoir. Donc n'oublie pas de liker, commenter et partager un maximum. Alors désolé, la semaine dernière, j'étais pas présent, ok, mais ça m'a pas empêché de travailler très dur, ok. J'ai sorti une vidéo en collaboration avec une autre créatrice de contenu qui s'appelle Lena The Plug. La vidéo est mortelle, allez la voir. Gros shout-out à Adam22 qui m'a offert cette opportunité. C'était incroyable. C'est une vidéo à voir, vidéo de l'année, d'accord? Vous êtes vraiment des tarés sur les réseaux. Avant de commencer cette vidéo, je dois vous parler de quelque chose que vous devez absolument avoir si vous aimez naviguer sur Internet, regarder des vidéos, voyager. Et cette chose, c'est CyberGhost VPN. Merci à eux de sponsoriser cette vidéo. Chers passagers, bienvenue à bord de l'Iconic Airlines avec votre fidèle serviteur, Major Aviator. Alors aujourd'hui, il n'y aura pas de déguisement, on s'en bat les couilles. Que tu sois à Marbella, Punta Cana, Zanzibar ou encore Portimao, à l'Afro Nation, bande de cochons, j'y ai été aussi, ta connexion Internet sera ta meilleure amie pendant ton voyage. Mais le problème, c'est que pendant que tu te connectes tranquillement pour regarder ton dernier épisode favori du Lifestyle Decoder sur une Wi-Fi publique, les pirates et les virus n'ont qu'un seul objectif, te gâcher les vacances. Et c'est là que CyberGhost VPN intervient. Mais alors, c'est quoi exactement un VPN? Un VPN ou un réseau privé virtuel est un logiciel qui te permet de masquer ton adresse IP et surtout de chiffrer tes données et de rediriger l'intégralité de ton trafic Internet via un tunnel sécurisé. Ça veut dire que CyberGhost VPN va mettre une balayette aux pirates et aux virus. Non, plus sérieusement, ça te permet de te protéger de tous les pirates et virus. Aussi, grâce à CyberGhost VPN, tu peux débloquer le contenu de 40 services de streaming qui sont bloqués dans ton pays. Netflix US, HBO Max et j'en passe. Aussi, en mettant l'adresse IP d'un pays étranger, tu peux regarder la plupart des compétitions automobiles en live sur des chaînes de télévision locales. Le service est disponible sur Windows, macOS, Android, iOS, etc. Tu peux protéger ni un ni deux, mais 7 appareils en même temps avec un seul abonnement CyberGhost. CyberGhost VPN est utilisé par plus de 38 millions d'utilisateurs à travers plus de 91 pays dans le monde. À cela, tu ajoutes l'excellente note de 4,3 sur 5 sur Trustpilot, plus de 16 000 avis, et en ce moment, profite d'un tarif spécial de 2,03 € par mois pendant 2 ans, soit une remise de 83% sur 4 mois offerts. Tu as 45 jours satisfaits ou remboursés. C'est donc totalement sans risque. Teste-le et fais-toi ton propre avis. Le lien est en description et sur le premier commentaire. Alors maintenant que j'ai dit tout ça, sans plus attendre, on y va. Le 26 novembre 2018, à très exactement 3h19 du matin, le groupe Young Nigga World, composé de YNW Portland alias Cortland Henry, YNW Juvie alias Chris Thomas, YNW Sack Chaser alias Anthony Williams et enfin YNW Melly alias Jamel Demons sortent de studio. Les membres du groupe se dirigent vers une SUV grise dans le plus grand des calmes. On peut d'ailleurs voir Melly se diriger vers le siège arrière de gauche, juste derrière le conducteur. Plus d'une heure plus tard, c'est le désarroi total. YNW Portland rentre dans l'hôpital local en panique, avec dans sa voiture les cadavres de YNW Sack Chaser et Juvie, sans Melly. Il explique qu'ils ont été victimes d'un drive-by et que ses deux amis ont été touchés. Alors pour fluidifier un petit peu la vidéo, je vais pas toujours dire YNW, d'accord? Je vais dire tout de suite Portland, Melly, Sack Chaser ou Juvie.
D'accord, je le dis comme ça. Plusieurs mois plus tard, après enquête, les forces de l'ordre en ont déduit que non seulement cette fusillade était une mise en scène pour masquer le meurtre de Zack Chaser et de Juvie, mais qu'en plus de cela, le meurtrier serait Melly qui les aurait assassinés de sang-froid depuis le siège passager de gauche de la SUV. Et ensuite, il aurait pris la fuite avec la complicité de Bortley. Suite à cette découverte, les 2 membres restants du groupe ont été incarcérés en février 2019 à la prison de Broward County, en Floride, en attendant leur procès. Dans l'État de la Floride, de telles accusations peuvent mener à la peine de mort si YNW Melly est reconnu coupable. De plus, depuis quelques mois, les choses ont changé. Avant, pour que la peine de mort soit appliquée sur un coupable, il fallait que le jury vote à l'unanimité pour cela. Et ça a un petit peu changé donc depuis quelques mois. Désormais, il suffit que les 2/3 du jury votent pour la peine de mort pour qu'elle soit appliquée. Donc 8 sur 12 jurés. Alors de qui sont constituées les 2 parties? D'un côté, tu as le procureur de l'État, Christine Bradley, qui représente l'État donc de la Floride et les familles des victimes. Son but est de prouver aux 12 jurés la culpabilité de YNW Melly. Alors comme tu l'as vu un peu plus tôt, il y a une vidéo de surveillance et ça nous montre que YNW Melly est bien monté dans la SUV, mais le challenge pour l'État va être de prouver que Melly était bien dans la voiture au moment du crime et qu'il est le tireur hors de tout doute raisonnable, le reasonable doubt. Et donc de l'autre côté, tu as Melly, représenté par ses avocats, qui explique qu'il y a trop de trous dans l'histoire énoncée par la défense et aucune preuve permettant de connecter Melly au crime de ses 2 amis, il faut pas l'oublier. Le jury ne peut pas condamner un gamin de 25 ans à une grosse peine de prison ou à la peine capitale juste sur des suppositions. Accusations! False accusations! Il y a clairement à plusieurs moments de cette histoire le reasonable doubt qui peut s'appliquer selon eux. Alors qu'est-ce que c'est le reasonable doubt? Alors c'est le premier album de Jay-Z, mais pas que donc. C'est quand les jurés sont censés rendre verdict coupable et si et seulement si la culpabilité de l'accusé a été prouvée hors de tout doute raisonnable. Donc voilà pour ce qui est du contexte. Alors pour ce qui est du motif du meurtre, alors avoir le motif n'est pas nécessaire pour rendre le verdict, ok? C'est pas une preuve en fait. Mais ça aide le jury à mieux comprendre pourquoi l'accusé aurait potentiellement tué ses 2 amis. Et donc, qu'est-ce qui aurait poussé Melly à tuer Juvie et Zack Chaser? Alors, le procureur a mis en lumière 2 potentielles raisons. La première, ce serait pour montrer sa loyauté à son gang, les G-Shine Bloods, gang qu'il aurait récemment intégré. Et la deuxième, ce serait des raisons financières, un peu plus classiques. Le père de Juvie a été interviewé et voici ce qu'il a dit. Was there any sign of bad blood before? You know, you heard things about him and Anthony getting into like altercations about disputes about money over certain situations. You know the story that they say Sack beat him up and knocked his goals out in front of his girlfriend and like 2 days later, I think that's when the incident happened. Alors, si tu veux mon avis, la première raison est clairement absurde. J'ai jamais entendu dire qu'il fallait un sacrifice de 2 potes pour entrer dans un gang, donc je pense que c'est complètement faux. Et il faudrait regarder l'ensemble du gang, donc les G-Shine Bloods, pour se dire, ok, tout le monde a sacrifié 2 personnes pour intégrer le gang, donc je pense pas que ce soit vrai. Et la deuxième raison, financière, un peu plus classique, un peu plus commune, on a l'habitude de voir ça tout simplement. Mais à ça, la défense peut facilement rétorquer que tous les groupes de musique ont un moment des problèmes d'argent et c'est pas pour autant qu'ils finissent par s'entretuer. Donc les motifs ne sont pas super solides, selon moi. Ensuite, qui est Boosie? Je l'ai interviewé d'ailleurs au BET Awards. Boosie, c'est l'un des tauliers du rap de Louisiane. Il est d'ailleurs venu au procès pour soutenir Melly. Alors, s'il est venu le soutenir comme ça, c'est pour une raison très précise. Ces 2-là partagent quelque chose en commun et c'est la potentielle condamnation à mort. En 2012, Boosie a été déclaré non coupable suite à une accusation de meurtre au 1er degré. Donc le rappeur s'est senti naturellement proche de Melly. Il y a quelques années, il a contacté la maman ou la maman l'a contacté et il a mis à disposition toute sa défense, dont Jason Williams, son avocat, qu'il décrit comme étant un cador du droit. Go get Jason, you know. Go get Jason, period. And Jason is the new Johnny Cochran. Bon, finalement, ce ne sera pas Jason Williams, son avocat, ce sera 3 autres avocats très coriaces qui ont fait le taf.
Maintenant que le décor est posé, on peut revenir sur les temps forts du procès. Encore une fois, je vais mélanger les semaines. Le plus important, c'est les sujets. Tout d'abord, donc, le téléphone et les messages Instagram. Alors, tout d'abord, le procureur va mettre en avant le fait que la data du téléphone de Mellie montre qu'il était présent avec eux 15 minutes avant que Bortlen arrive à l'hôpital. Deuxième chose, le lendemain du double meurtre, le procureur ou la procureure, la proc, j'en sais rien, peu importe, j'irai un peu les deux, a mis en lumière une conversation que Mellie a eue sur les réseaux sociaux avec quelqu'un. Et voici ce qui a été dit. One individual, and specifically, sends out, and I want to quote the message exactly that you will hear, and says, "Yo, homie, you good? Let me know something." And Mr. Demmons responds very succinctly, "I did that." Shh. J'ai fait ça. Chut. On ne sait pas exactement de quoi il parle. Et voici ce que la défense a répondu. Le fait que la data de ce téléphone ait été retrouvée 15 minutes avant que Bortlen arrive à l'hôpital ne prouve pas que Mellie était sur place. Pourquoi ? Parce que d'après eux, le téléphone n'était pas le téléphone de Mellie, mais plus un téléphone qui appartenait au groupe. Lorsqu'on regarde plus en détail dans les conversations du téléphone, on se rend compte qu'il y a eu plusieurs conversations avec des gens différents et le numéro du téléphone a été enregistré au nom de Young Sack Chaser. Donc c'est même pas Mellie. Donc c'est difficile pour le procureur de prouver que ce téléphone appartient à Mellie. Et aussi, la défense a soutenu la thèse que le procureur a fait une fixette sur Mellie parce que Mellie est une star et que lorsque tu incarcères une star, toi-même tu deviens une star. Et d'ailleurs, la défense a mis en lumière d'autres conversations qu'il y a eu sur les réseaux le jour qui a suivi la mort de Juvie et de Sack Chaser. Il y avait d'autres personnes qui ont affirmé avoir tué 2 personnes. Then there's Robert Covert. Who is he? He's a gentleman that owns a social media account by the name of Backwards. This social media account, almost immediately, within days after these murders, posts this message, LOL, we killed 2 of your niggas. Oh, really? Et un peu plus tard, lors du procès, la proc a voulu prouver justement que ce téléphone-là appartenait à Mellie au moment des faits en montrant photo par photo, vidéo par vidéo, enregistré sur le téléphone au juré qu'il était bien utilisé par Mellie. Elle leur a montré des photos de Mellie avec le gang, Mellie se prenant en selfie, et tout ça a été des photos récentes. Et aussi, concernant les messages, le procureur a mis en lumière une conversation entre Mellie et sa mère où le rappeur lui demandait si elle pouvait lui procurer un Glock. Et juste après le crime, elle a mis en lumière une conversation entre Mellie et un membre du gang qui lui disait qu'il pourrait acheter des chaînes à quelques membres du gang et qu'il peut devenir un Young Don, entre guillemets, mais rien qui relie directement au crime. Ce à quoi la défense a répondu, si on creuse bien, tous les rappeurs ont une affiliation avec un gang. C'est très simple aux États-Unis, hein. Tu grandis dans un quartier qui est majoritairement Bloods, tu deviens un Blood. Tu grandis dans un quartier qui est majoritairement Crip, tu deviens Crip. C'est tout simplement ça. C'est comme si tu grandissais dans une famille qui est fan du PSG, tu deviens naturellement un fan du PSG, tu vois. C'est un petit peu ça. Alors tu peux être plus ou moins impliqué, mais tu vas être affilié. Donc c'est pas une raison assez forte pour l'incriminer. Et cette discussion avec sa maman concernant l'achat d'un Glock, eh ben ça ne prouve encore une fois rien. Ensuite, la mère de l'ex-copine de Mellie. L'un des grands moments de tension du début de ce procès, je crois que ça arrivé la première semaine d'ailleurs, la mère de l'ex-copine de Mellie, Felicia Holmes, avait affirmé aux autorités qu'elle avait entendu sa fille parlait à Mellie le matin du crime et que ce dernier lui avait dit qu'il avait été victime d'un drive-by, que ses 2 amis sont morts. Elle a également affirmé qu'elle avait vu Mellie le matin du crime, qu'il avait pas de sang sur lui, qu'il s'était complètement changé et il avait l'air de se cacher. Bref, ce premier témoignage n'allait pas dans le sens de la défense. Elle a d'ailleurs affirmé qu'il attendait qu'on vienne le chercher. Je crois que c'est Fredo Banks d'ailleurs qui devait venir le chercher à ce moment-là. Sauf qu'au moment du procès, elle ne se souvient plus de rien. Dès les premiers mots de sa prise de parole, c'était déjà intense. Miss Holmes, how are you today? Not good. Are you cold? No, I'm just, you know, I don't feel comfortable. Are you nervous? I feel threatened. You remember speaking with law enforcement in December of 2008? I remember speaking with them, but I don't remember what they look like. I don't remember their names, but I do remember talking to some. Okay, so Miss Holmes, I'm going to ask you, were you honest and truthful with law enforcement when you spoke with them? I would hope so. I mean, it was 2018. I went through a lot during that year, so I'm not sure where my mindset was at that time. Did you lie to law enforcement?
I would hope not. I don't remember what I said back. It was like 5 years ago. Oh, of course. I understand it's been a long. I don't remember what I said to them back then. So if I was to tell you something now, I could be lying. I don't want to lie on this thing because you're going to take me to jail. So I'm saying what you want me to say. I do not want you to say anything. I want you to tell the truth. Okay, that's what I'm doing. Voyant qu'elle ne réussissait pas à obtenir ce qu'elle voulait de son témoin, Christine Bradley, le procureur, donc, lui a posé une question assez particulière. Une question qu'elle n'aurait pas dû poser d'ailleurs. Est-ce que la défense aurait payé pour qu'elle oublie son témoignage? Ever said a statement or you ever made a statement to the effect of you were told to quit your job and the defense would take care of us? Of the judge? No. The defense? No. Ce à quoi le juge a indiqué que c'était une question inappropriée et que cette séquence ne pouvait pas être prise en compte dans le procès en lui-même. À ça, la défense a répondu avec beaucoup de virulence en demandant à Felicia Holmes par qui elle se sent menacée. I'm sorry, I haven't asked anything yet. Ask your question. When you first took the stand, you said, I feel threatened. Yes, sir, I do. Who do you feel threatened by? Objection, Your Honor. Christine Bradley, the prosecutor's office. This prosecutor. Yes, I do. Thank you. En réalité, le procureur s'appuyait sur de véritables messages qui ont été publiés sur les réseaux sociaux où le témoin avait tenu ses propos sur Instagram. Ça ne sortait pas de nulle part. Suite à cette gestion désastreuse du témoin, les avocats de Mellie ont demandé un mistrial. Alors qu'est-ce que c'est un mistrial? C'est un terme juridique en anglais qui se traduit en français par procès annulé ou jugement nul. Cela se produit lorsque le procès ne peut pas être mené à son terme et doit être arrêté avant que le jugement final ne soit rendu. Il peut y avoir plusieurs raisons pour que le procès soit déclaré nul, notamment erreur procédurale. Et c'est justement ce qui a énormément été le cas dans ce procès. Surtout au début du procès, je crois les 2 premières semaines. Je pourrais pas dire si ça s'est réellement poursuivi par la suite, mais au début, le juge a clairement réprimandé le procureur pour ses pratiques pas très claires. Disons qu'elle a fait beaucoup de coups bas à la défense et le juge a mis tout ça en lumière et a demandé au procureur de se battre, entre guillemets, dans les règles. Alors, comment ça s'est traduit rapidement? Il y a eu pas mal d'erreurs en termes d'admission de preuves. Il y a eu beaucoup de preuves ou d'éléments qui ont été introduits en plein milieu du procès. On n'est pas dans un film, en fait. Ça se faisait peut-être avant, mais c'est pas le cas aujourd'hui. Lorsque tu vas démarrer un procès, la défense est au courant de tous les éléments à charge contre elle. C'est pas pendant le procès, j'ai une preuve irréfutable que un tel est le coupable. Non, cette preuve irréfutable-là est mise à disposition de la défense avant le début du procès. Et le truc, c'est que le procureur arrivait avec beaucoup d'éléments nouveaux pendant le procès, et ce qui a complètement déstabilisé la défense. Enfin, déstabilisé, c'est un grand mot, je dirais que ça l'a beaucoup gêné, et c'est pour ça qu'ils ont demandé donc une annulation de jugement. Par contre, le juge n'a pas donné donc de mistrial, mais de toute façon, les choses allaient dans le sens de la défense. Au début, on va dire que c'était plutôt la défense qui avait l'avantage sur le procès. Ensuite, parlons de YNW Bortland. Alors, c'est celui qui est allé aux urgences de l'hôpital de Miramar pour demander de l'aide, comme le montrent les images de surveillance. Dès sa première prise de parole, l'avocat de Mellie a pointé du doigt le fait qu'aucune réelle investigation n'a été faite sur lui en tant qu'assassin. Pourtant, il n'a aucune blessure ou tache de sang suite à ce drive-by, ce qui est quasi impossible lorsqu'on a été victime de ce type de fusillade. Et en plus de ça, il aurait sorti plusieurs versions incohérentes et on aurait retrouvé des résidus de poudre sur lui, contrairement à Mellie, sur qui on n'a absolument rien retrouvé. Alors, le fait qu'on n'ait pas retrouvé de la poudre sur Mellie ne veut pas dire qu'il n'a potentiellement pas été le tireur, c'est juste que l'analyse ne montre rien. Alors, le procès de Bortland n'a pas encore démarré, mais on l'a quand même vu au tribunal pour demander une modification des conditions de sortie, ce qui a été refusé instantanément par le juge. À un moment donné, il y a eu quelques conversations dans les contenus, on va dire, juridiques. D'ailleurs, big up à Law and Crime, la chaîne YouTube, sans qui cette vidéo n'aurait pas été possible, où justement il parlait du fait qu'il pourrait être potentiellement une balance, mais finalement ça ne serait pas possible, il n'aurait pas été pris au sérieux. Pourquoi balancer maintenant pour sortir plus tôt? Il n'y aurait eu rien de cohérent. Mais voilà, au même titre que Jason Williams a mis la lumière sur d'autres messages Instagram qui ont été postés par d'autres personnes le lendemain du meurtre de Zach Chaser et de Juvie, ils ont mis en lumière aussi que Bortland avait plusieurs éléments qui normalement auraient éveillé la suspicion d'un procureur qui n'est
pas intéressé par la célébrité, mais par le fait de résoudre une affaire. Ensuite, pour ce qui est de l'arme du crime, eh bien, on l'a pas retrouvée. Et justement, on aurait l'arme du crime, ça simplifierait beaucoup les choses. La seule chose qu'on a retrouvée, c'est un étui d'obus de calibre 40. En fait, c'est un étui qui se libère lorsqu'on tire au pistolet, en particulier avec un Glock. Et cet étui-là, j'en ai parlé aussi dans mes anciennes vidéos sur Melly, on l'a retrouvé sur le siège sur lequel Melly était assis. C'est la seule chose qu'on a retrouvée. Alors, la défense a fait appel à un expert en balistique qui a expliqué qu'il est possible que plus d'une arme ait tiré sur la voiture, ce qui expliquerait les différents obus qui ont été retrouvés et que celui-ci aurait été libéré par l'une des armes à feu. After you did all of this analysis, were you able to determine what gun was used to create these projectiles and casings? No, in the absence of a firearm, I cannot conclusively say it was one or the other. Ensuite, pour ce qui est des blessures des victimes. Alors, sur une précédente vidéo sur cette thématique, j'avais parlé des blessures des 2 victimes qui ont été causées potentiellement par une personne qui aurait tiré à bout portant. Les fameux stippling, le type de blessure que tu as que lorsqu'on te tire de très près. Et donc, ces blessures-là pourraient être justifiées par le fait que quelqu'un dans la voiture ait tiré sur eux. Et c'est ce que le procureur essaye de prouver ici. Sauf que l'expert en balistique explique qu'il y a plusieurs variables à prendre en compte qui auraient pu causer les types de blessures de Zack Chaser et de Juvie. There's a lot of variables that one must take into consideration. Yes. And if you don't take those variables into consideration, you're just giving a guesstimate, estimate of where everybody was, correct? Yes. Donc ça, c'était en semaine 1 et en semaine 3, le procureur a fait monter à la barre un expert en reconstitution de scènes de crime et ce dernier a affirmé que la fusillade ne pouvait qu'avoir eu lieu dans la voiture. Mr. Williams was not even aware he was about to be shot. Mr. Williams was shot. Mr. Thomas puts up his hands and is shot, and then is shot again. There's no time for anybody to switch a firearm, and if there were, I believe one of those individuals would be alive. D'ailleurs, la défense va avoir beaucoup de mal à le secouer. Le gars était droit dans ses bottes et il a affirmé quelque chose de clair. C'est quelqu'un dans la voiture, assis au siège arrière gauche, qui aurait tiré sur les 2 victimes. Ensuite, les témoins. Lors de la 2e semaine, un homme cagoulé, Danny Polo, a été appelé à la barre par le procureur. Il a travaillé dans plusieurs opérations d'infiltration et étant donné qu'il est recherché, ce dernier a eu l'autorisation du juge de témoigner avec son masque. Alors ce dernier a témoigné en faveur du procureur et l'idée pour lui ça a été donc de prouver que Melly faisait partie du gang et que c'est potentiellement parce qu'il fait partie du gang qu'il aurait tué ses 2 amis. Et donc il a expliqué les signes de gang que faisait Melly sur les photos, qu'est-ce que ça signifie, etc. etc. Et ce qui a été drôle c'est qu'au début de la semaine suivante, la défense lui a présenté une photo de lui sur le cash-app de sa femme où tu le voyais lui et toute sa famille en fait. Et donc ils ont réussi assez facilement à trouver son identité. That is you and your family. Yes, sir. And that's on your wife's Cash App, Yes, sir. which is available to anyone. Et donc suite à ça, il enlèvera son masque et il témoignera donc à visage découvert. Ça c'était un peu drôle je trouve. Par contre, les caméras ne filmeront pas son visage. Et donc l'autre témoin, le fameux snitch, alors c'est pas réellement un snitch, en tout cas je ne pense pas. Did you smoke before you came here today? I did not. I should have. Mais en tout cas, il a révélé une information qui va dans le sens du procureur, dans le sens de l'État. Tout d'abord, c'est qui ce témoin? En fait, c'est un témoin qui était dans les vidéos de surveillance, c'est celui qui se dirige vers la SUV rouge. Il a passé la soirée avec YNW au studio d'enregistrement et chacun planifiait de rentrer chez soi. Et c'est celui qui a vu donc YNW Melly au studio et le lendemain. Et ce dernier a expliqué que YNW Melly s'est changé. Et apparemment, cette information-là a été une information capitale pour le procureur. Alors de mon point de vue, lorsque j'ai eu cette information-là, ça m'a paru un peu bizarre parce que c'est le lendemain, donc il est très facile pour lui de se laver et de se changer. Mais apparemment, c'est une information qui sera allée dans le sens du procureur. Et il y a le détective menaçant. Lors des derniers jours du procès, le détective en charge d'enquêter sur l'affaire est monté à la barre et il a admis avoir menacé plusieurs témoins de les expulser du pays, de les envoyer en prison et même de les priver de nourriture
nourriture et d'eau tant qu'ils ne diront pas exactement ce qu'il va entendre. Did you, as a trained investigator, threaten Jameson Francois to be deported to Haiti, even though he's been in this country since 5 years? Yes, sir. Alors, au vu de ces aveux du détective, on peut potentiellement se dire que le témoignage des témoins qui se sont entretenus avec ce détective sont faux. Potentiellement, ils ont dit des choses que le détective voulait entendre et ce qui a en quelque sorte décrédibilisé ce détective et dérouté le jury. Ce n'est clairement pas allé dans le sens du procureur ici. Voilà pour ce qui est des éléments importants à savoir, des temps forts. Maintenant, passons au verdict. Après 3 jours de délibération, les jurés n'ont finalement pas réussi à se mettre d'accord sur le verdict. Alors d'après la maman de Mellie, 9 jurés auraient voté non coupable et 3 coupables, donc ce qui a causé l'annulation du procès. Pour rappel, dans la justice américaine, en particulier dans l'État de la Floride, la décision du jury doit se faire à l'unanimité. Ce qui veut dire que les 12 jurés n'ont pas réussi à se mettre d'accord sur l'innocence ou la culpabilité de Mellie. Alors, l'annulation du procès ne veut pas dire que Mellie est libre. Loin de là. Cela veut plutôt dire qu'il doit retourner en prison le temps qu'un autre procès soit organisé. Voici ce qu'en disent les avocats du rappeur. Obviously, we want to thank the jury for their great efforts that they've extended over this period of time. But we are somewhat disappointed that Mellie is not walking out the door with us. Jury did pay attention. We asked them to do a lot, and they hung in there and gave it its best effort, their best effort. Ce n'est pas nécessairement une bonne ou une mauvaise chose pour Mellie ou le procureur. Par contre, ce que je constate, c'est que l'un des avantages de la défense sur ce premier procès était la succession d'erreurs du procureur dans les procédures. Je t'en ai parlé un peu plus tôt, la soumission des éléments, les coups bas, etc. Donc à mon avis, ça a beaucoup décrédibilisé le procureur aux yeux du jury. Je ne pense pas qu'elle fasse les mêmes erreurs sur le second procès. Mais bon, on verra. Voilà pour ce qui est de la vidéo. J'espère que vous avez apprécié ce résumé du procès de YNW Mellie. Maintenant, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'il est coupable ou non? Voilà. De ton point de vue, est-ce qu'il est coupable selon toi et est-ce qu'il mérite la peine de mort si, selon toi, il est coupable? Dis-moi tout dans les commentaires, j'ai hâte de te lire. Sinon, n'oublie pas de nous suivre sur Instagram. On fait v'là les contenus originaux là-bas. Il se passe tous les jours des choses, c'est le bordel, c'est super lourd, donc va nous suivre là-bas. Sur Twitter, j'ai commencé à faire de plus en plus de trucs rigolos. J'ai remarqué que vous avez trop blagué avec moi là-bas, donc je crois qu'il y a des trucs à faire. Donc suivez-moi sur Twitter aussi. Et bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche sur cette chaîne YouTube. Il va y avoir dans quelques semaines des changements importants sur cette chaîne. D'ailleurs, je vais vous en faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu ce qu'il va en être. Vous inquiétez pas, c'est positif. Et enfin, merci à CyberGhost VPN d'avoir sponsorisé cette vidéo. N'oublie pas de cliquer sur le lien en description ou en commentaire pour protéger tous tes appareils des potentiels virus et pirates. Et aussi, n'oublie pas, tu peux débloquer tous les contenus à l'international sur plus de 40 services de streaming. Le tout pour seulement 2,03 € par mois. C'est totalement sans risque. Je te laisse checker ça. Encore une fois, le lien est dans la description. Et sinon, je vous dis à très vite. C'était Chris d'Iconic pour vous servir. Cheers!